Pour voir, parce que justement, pour pas être amené, il est tellement juste, il est tellement entré dans celle-là que nous choisissons à penser en excellente marraine qu'on voit là. Eh bien, bonjour à tous, je vais le prendre en français parce que là, je n'ai pas parlé en français, là, c'est chaud, hein, de le dire en créole, même si je sais dire des choses en créole, mais en fait, ça sera un petit peu chaud de parler aussi un petit peu en créole. Donc je vais le prendre en français, j'ai préparé un petit mot aussi en français, je ne l'ai pas traduit, je vais le dire en français, tout le monde doit comprendre, il n'y a pas de souci. Eh bien donc, monsieur, madame, chers amis, je remercie monsieur Malsa qui m'a sollicité pour le parrainage de ce convoi pour la réparation en tandem avec Mme Anissa Berton, qui est absente ce jour pour soins. Il a choisi ça pour montrer à quel point aujourd'hui, en 2019, le contournement de la justice et du droit peut avoir des conséquences physiques réelles qui sont évaluables sur la santé et la vie des descendants d'Afrique. Car il s'agit, dans le cas de Mme Anissa Berton, d'une de ces maladies qui sont liées à la pollution environnementale et que nous, médecins de l'ANSES surtout, nous dénonçons depuis près de 10 ans face au déni le plus total. Pour se dédouaner des conséquences délétères des pesticides, on nous oppose, vous le savez, nos origines subsahariennes qui auraient été responsables, statistiques à l'appui, de la surincidence de cancer de la prostate, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale, etc. La liste est longue. Ce serait comme un handicap génétique que nous devrions accepter comme une maladie du sort. Mais qui est-ce qui peut vraiment valider cette analyse à l'heure où les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire nous ont révélé qu'il n'y a que 10% de notre ADN qui est codant et qui détermine notre hérédité. Les 90% restants, ils sont dupliqués en fonction de l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de choses qui sont vraiment génétiques. 90%, c'est ce qu'on appelle épigénétique, dépendent de l'environnement. C'est parce que les habitants du pourtour méditerranéen ont dû s'adapter à la présence du plasmodium qui était responsable du paludisme que leur globule rouge s'est déformé en forme de fossile pour donner naissance à la drépanocytose, que l'on appelle maladie génétique, mais qui en fait est une maladie épigénétique, qui n'est pas une maladie du noir, mais de tous les gens qui ont vécu dans le pourtour méditerranéen et qui ont été exposés au paludisme. Donc il n'y a pas de gène spécifique à la race noire, il y a un gène de la race humaine. Il y a des gènes de la race humaine qui sont différents des gènes des animaux. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Les noirs n'ont pas des gènes spécifiques. Et c'est parce que nos parents ont été exposés au chlordécone de manière intensive entre 1970 et 2000 pratiquement, pendant donc une bonne trentaine d'années, que ce soit par voie respiratoire, cutanée et digestive, que les gènes prostatiques ont développé ce qu'on appelle des polymorphismes et qu'ils sont de ce fait devenus plus sensibles au chlordécone, qu'ils métabolisent moins bien que les caucasiens ou les asiatiques qui, eux, ont été simplement moins exposés. Donc si nous faisons des cancers de la prostate, c'est parce que nous avons été exposés au chlordécone. Et la preuve est que les Guyanais ont moins de cancer de la prostate que nous et les Caribéens des autres îles qui n'ont pas eu de chlordécone ont une incidence beaucoup moindre que ceux de Guadeloupe et de Martinique. Et cette évolution du polymorphisme, ce qui est intéressant à savoir, c'est qui explique notre combat, elle est transmissible, c'est pourquoi on nous dit que c'est héréditaire, c'est transmissible, mais sur seulement quelques générations, puisque ce n'est pas génétique, mais épigénétique, sur 4-5 générations, et les enfants donc des ouvriers agricoles ont hérité de cette sensibilité au cancer de la prostate, mais elle est réversible. Et c'est pour ça justement qu'il faut résister pour que nous ne soyons plus exposés au chlordécone. Il faut résister parce qu'à partir du moment où vous supprimez le polluant, le gène redevient normal. Et notre surincidence de cancer de la prostate, notre sensibilité au cancer de la prostate va être modifiée, nous redeviendrons normaux, comme nos grands-parents il y a 80 ans, n'avaient pas des cancers de la prostate agressifs comme ceux qu'on a maintenant parce qu'ils n'ont pas été exposés au chlordécone. Donc il faut refuser de considérer comme une malédiction d'avoir ces 500 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année en Guadeloupe,
et en Martinique. Et il faut résister parce qu'il faut faire reconnaître le rôle de l'environnement dans cette pathologie et amener les décideurs à soustraire le plus tôt possible nos compatriotes de l'intoxication par le chlordécone pour que nos arrière-petits-enfants aient un avenir moins sombre. Donc le chlordécone, c'est un exemple actuel de cette atteinte à la dignité et à la vie des descendants d'Afrique, car vous savez que s'il a été utilisé en Asie et en Europe de l'Est quand il était fabriqué aux États-Unis, son usage n'a perduré au moment où les États-Unis ont arrêté la fabrication en 1976. C'est essentiellement en Afrique et dans les Antilles françaises que son usage a perduré. Donc il y a une spécificité effectivement des afro-descendants. Donc dans la présentation que je vais vous faire, on va voir que l'Europe a légiféré pour préserver ses ressortissants de ce toxique majeur et elle a laissé la France gérer ses contradictions, ses dérogations qui sont justement un délit de justice. Et c'est pourquoi j'ai proposé à Maître Duhamel, quand elle m'a demandé, quand elle m'a dit qu'on parlera de justice, je lui ai dit, bon, moi je ne suis pas juriste, mais la santé publique, elle relève de réglementation, de législation, et je peux parler de déni, donc de justice, concernant un exemple que je vais vous développer, les limites maximales de résidus dont tout le monde a entendu parler ces jours derniers, les LMR au chlordécone, qui sont effectivement un exemple de déni de justice parce que ça n'a aucun fondement législatif, réglementaire, et ça n'a non plus aucun fondement scientifique. Hein? Et d'ailleurs, on se souvient que lorsqu'il y a eu l'épisode de la vache folle, la contamination des bovins par le prion, la tolérance a été de zéro. On a détruit tous les élevages qui étaient contaminés ou susceptibles d'être contaminés. Tandis que nous, depuis 50 ans, on nous dit que vous pouvez manger tous les jours une dose admissible de chlordécone, une petite dose raisonnable. Alors, on fait des yo-yo avec vous, tantôt c'est 10, tantôt c'est 20, tantôt c'est 50, tantôt c'est 200. Vous pouvez tenir avec ça. Ça n'a rien ni de réglementaire, ni de scientifique, comme je vais essayer de vous l'expliquer. C'est simplement une manière de ne pas nous intoxiquer de seul coup, pas d'intoxication aiguë, mais une intoxication chronique à petite dose répétitive. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler, vous expliquer autant que faire se peut ce que sont ces limites de résidus, la réglementation qui concerne ces limites de résidus, pour qu'on puisse voir en quoi il y a une entrave à la justice. Je sais qu'en Guadeloupe également, ils ont le même combat. C'est pourquoi je vous ai mis cette invitation que j'ai reçue pour participer. C'est pas Maître Duhamel, mais je crois que c'est Envie Santé qui organise justement avec Philippe Verdol des colloques comme le nôtre, où justement ils demandent réparation pour les victimes du chlordécone. Alors, le chlordécone, donc, je vais vous expliquer en quoi finalement les LMR, les fameuses limites maximales de résidus, sont un non-respect du droit. On va voir que ces limites ne sont pas conformes aux conventions internationales, la convention de Stockholm et le protocole d'Aarhus. On va voir qu'elles ne sont pas conformes à la réglementation européenne elle-même. On va voir que ces LMR sont discriminatoires entre les différents membres à l'intérieur même de la communauté européenne. Et on va voir qu'elles n'ont aucun fondement scientifique et elles mettent en danger la santé des populations. Alors, on va commencer par les règles internationales, la Convention de Stockholm. Vous savez que le chlordécone, c'est un polluant organique persistant. Dans le monde, il y en avait au départ 12, maintenant ils sont 18. Ce sont des molécules chimiques qui, sur le plan international, ont été reconnues comme étant extrêmement dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont polluantes, c'est-à-dire qu'elles disséminent par la mer, par la terre et par les airs, et avec une grande rapidité. Elles sont extrêmement toxiques parce qu'elles sont rémanentes, elles disparaissent très lentement de l'environnement, et vous savez par exemple que le chlordécone, on en a pour 600 ans, hein, par exemple, et elles sont dangereuses pour la santé. Ce sont des polluants organiques persistants.
Il y en avait au départ 12, et on a ajouté en 2009 le chlordécone. Ça veut dire que les pays du monde entier reconnaissent que le chlordécone fait partie des 16 molécules les plus toxiques du monde. Hein? Il ne s'agit pas de la Martinique. Au monde, ce sont des produits. Et ces pays du monde entier se sont réunis en 2001 lors de la Convention de Stockholm pour reconnaître donc ces polluants, les nommer, ils sont nommés, dire que ces polluants doivent disparaître complètement de la planète pour protéger les femmes enceintes, les générations futures. Et une chose qui est très importante, c'est qu'ils se sont rendus compte que ces polluants finalement se retrouvent dans l'océan, et ceux qui récupèrent ces polluants, ce sont les Inuits d'Alaska. Les meilleures études sur le chlordécone, l'impact du chlordécone sur la santé sont faites sur les Inuits, les Indiens d'Alaska qui n'ont jamais utilisé de chlordécone, mais qui, à l'occasion des mouvements océaniques, ont récupéré le chlordécone de toute la planète. Et il en est ainsi, et on pense que c'est des mouvements océaniques, et on pense aussi que c'est dans l'air, par l'air aussi que c'est transmis, et c'est ainsi de tous les polluants organiques persistants. Donc, lors de cette conférence, ils ont adopté des mesures pour réduire, éliminer les émissions de polluants organiques persistants pour protéger la santé humaine contre les incidences néfastes de ces polluants. Et bien entendu, la France était signataire de cette convention en 2001. Elle a été ratifiée par la France en 2004. Alors, le chlordécone a été... Alors, dans cette convention de Stockholm, il y avait un certain nombre d'annexes. Il y a une annexe A qui concerne les produits qui doivent être complètement éliminés, B, ceux qui peuvent être simplement restreints, et C, ceux dont l'émission doit être contrôlée. Et on a inscrit le chlordécone à l'annexe A, c'est-à-dire que par rapport à ces 16 produits les plus toxiques, le chlordécone fait partie de ceux qui sont stigmatisés comme étant les plus toxiques. Ça veut dire qu'il faut qu'ils disparaissent. Alors, je vous cite la Convention, les pays doivent protéger la santé en prenant des mesures nécessaires pour réduire au minimum, prévenir les rejets résultant d'une production, d'une utilisation intentionnelle. Ils doivent être éliminés, détruits, transformés. Donc, quand on prend la question du chlordécone, le fait de produire des aliments avec des résidus de chlordécone, c'est une manière de reproduire la pollution de chlordécone qui va se retrouver dans les eaux usées, qui va se retrouver dans les rivières, qui va se retrouver dans la mer. Et là, vous voyez que depuis les années 70, en 99, on a constaté la contamination des rivières. Et en 2010, on a constaté la contamination de la mer. Et c'est pourquoi on a fait les interdictions de la pêche de toute la zone sud-atlantique. C'est-à-dire que la production agricole fait revenir des aliments que l'on digère et contribue à la pollution des océans, donc la pollution internationale. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement nous ne sommes pas les seuls, même si pour l'instant ça ne concerne que l'Atlantique, mais nous ne sommes pas les seuls à pâtir de cette pollution, puisque ça va être diffusé dans le monde entier à la faveur des mouvements océaniques. Et là, dans cette convention, on a parlé de la pollution atmosphérique parce que je vous indiquais que ces polluants ils peuvent être diffusés aussi par voie aérienne. J'avais souvent pensé que le chlordécone était une molécule trop lourde pour se retrouver dans les pollutions aériennes et je me suis rendu compte qu'en 2015, on a demandé à l'ANSES de donner une évaluation des pesticides que l'on doit rechercher, que Madininer doit rechercher dans l'analyse des polluants aériens, et j'ai trouvé qu'on avait mis le chlordécone. C'est-à-dire que l'ANSES estime que dans le milieu aérien, on peut encore aujourd'hui retrouver des molécules de chlordécone qui vont donc se diffuser dans le monde entier encore plus rapidement. Donc on doit mettre fin à la production et à l'utilisation de ces substances. Alors, là, dans cette convention, il y a également la pollution marine, et c'est pareil, la mer Baltique, aussi toujours à la faveur de ces mouvements océaniques, récupère un certain nombre de nos polluants
qui sont éliminés par les rivières et par la mer. Donc la Convention d'Helcom doit comme objectif la cessation des rejets des émissions des déperditions de substances dangereuses d'ici 2020. Voilà, donc je résumais un petit peu cette chose en vous rappelant donc cette convention ratifiée au niveau européen également dans le règlement européen 850-2004 qui a donc légiféré et réglementé pour que les déchets de chlordécone ne se retrouvent pas dans l'atmosphère. Le protocole d'Aarhus qui a été signé pour protéger justement des pollutions transfrontières, réduire et éliminer ces 16 substances dans l'environnement, parce qu'il est utile de dire que tous les pays essaient de se protéger et font des réglementations pour protéger leurs frontières de ces polluants. Donc la Convention de Stockholm demandait à statuer à adopter des mesures au niveau mondial pour protéger la santé de tous les pays du fait de la transmission aérienne et précise bien qu'il n'y a aucune dérogation qui est possible. Alors, le chlordécone est particulier, c'est parce qu'il se retrouve toujours dans la terre, dans certains pays comme Martinique et Guadeloupe. Et dans ces cas, ils ont considéré qu'on devait, dans les produits mis à la consommation, le taux résiduel devait être inférieur au taux de détermination qui était de 10 microgrammes par kilo. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas retrouver des résidus au-delà de la zone inférieure à la zone dans laquelle on peut les déterminer. À l'époque, c'était 10 microgrammes kilo. Donc si on avait des résidus de chlordécone dans les aliments, ils ne devraient pas dépasser 10 microgrammes kilo selon les conventions internationales. La réglementation européenne, la directive 91, c'est elle qui donne les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires, des produits pesticides. Elle a une commission particulière avec une commission des toxiques qui évalue la toxicité. Elle donne l'AMM et c'est l'Europe qui doit fixer les limites maximales de résidus. C'est l'Europe, c'est pas la France. Les pays qui proposent l'admission de nouveaux produits à la Commission européenne proposent des limites de résidus, mais c'est l'Europe qui fixe ces limites de résidus. Alors, ce règlement de 91 a été amendé en 2005 et on a défini une liste de produits alimentaires concernés par la réglementation des produits phytosanitaires, c'est-à-dire que les oranges, les pommes, donc on a défini toute la liste des produits tropicaux comme des produits tempérés selon tous les membres de l'Union européenne. Il y a une liste exhaustive de produits dans laquelle on recherche les produits phytosanitaires, c'est l'annexe 1. Et il y a une annexe 2 et 3 dans laquelle se trouve la liste des produits pesticides phytopharmaceutiques qui sont concernés par les LMR européens. Et bon, ça fait 60 pages, je vous dis qu'avant de faire cet exposé, j'ai relu. C'est par ordre alphabétique, on se dit qu'on a mal lu, mais le chlordécone n'est pas dedans. Okay? Si vous cherchez règlement européen, vous cherchez annexe 2 et 3, vous allez voir que le chlordécone, l'Europe ne reconnaît pas le chlordécone dans ses demandes d'autorisation d'AMM ni de LMR. Le chlordécone est interdit en Europe. Il est interdit. Ils n'ont pas défini de LMR pour chlordécone et pour, voilà, on trouve le glyphosate, on trouve le chlordane, j'ai regardé, comme c'est par ordre alphabétique, j'ai pas voulu faire d'erreur. Ça signifie qu'en 2005, l'Europe n'a jamais donné l'autorisation de mise sur le marché, c'est pensé puisque ce n'était pas commercialisé, mais elle n'a jamais non plus fixé de limite de résidus. Alors, qu'est-ce que c'est que la limite de résidus? Bon, ça, vous savez, c'est la concentration de résidus. Quand on met un pesticide dans un produit, dans la terre, le fruit ou le légume récupère ce pesticide qui se métabolise et il reste des résidus de ce produit. Et bon, on ne peut pas tout éliminer, même si on attend le délai avant récolte, on ne peut pas tout éliminer, il reste des résidus. Mais ces résidus ne doivent pas être en concentration trop importante pour ne pas perturber la santé. Et c'est ce qu'on appelle, pour chaque produit, il y a une limite de résidus
qui est acceptable en fonction de la toxicité du produit. Alors, l'Europe donc, a fixé 2 types de LMR, donc des LMR spécifiques à chaque produit qui sont dans les annexes 2 et 3. Et quand ce produit n'est pas dans l'annexe 2 et 3, la LMR qu'elle a adoptée, c'est 10 microgrammes kilo, 0,01 mg kilo. Exactement comme au niveau international, quand on ne peut pas, on n'a pas mis le produit, il est dans la terre comme le DDT, comme le lingane, des produits que l'on n'utilise plus. Mais quand on fait des prélèvements, on se rend compte qu'ils sont toujours présents dans la terre. Cela, on ne doit pas avoir plus de 10 microgrammes par kilo de produits, de ces produits spécifiques, qu'ils ne sont pas dans l'annexe 2 et 3. Donc, au niveau européen, vous voyez que l'Europe rejoint le niveau international. Ces produits particuliers qui en plus sont stigmatisés polluants organiques persistants, on ne doit pas les retrouver à plus de 0,01 mg kilo. Donc le chlordécone n'a pas été évalué par la commission des toxiques, forcément, puisque c'est un produit qui n'est pas autorisé. Et voilà. Bon, mais c'est un petit peu la même chose que je résume, hein. Mais simplement rappeler qu'au niveau du règlement européen, il y a des contrôles qui sont obligatoires, des contrôles de l'Europe, et les pays de l'Europe doivent envoyer un résumé des différents contrôles qu'ils ont faits sur les produits en fonction des limites de résidus pour s'assurer qu'ils respectent bien les limites de résidus. Chaque année, ils ont un rapport concernant plus de 15 millions de détonants, et je pense que la France ne rend pas ce rapport à l'Europe. Alors, il y a d'autres directives aussi européennes qui concernent les produits dangereux abandonnés. Cette fois aussi, ils ont nommé un certain nombre de produits. Les produits à base de chlordécone, de dieldrine, de HCH ne bénéficient plus d'autorisation de mise sur le marché. À cet effet, leur importation, leur détention, leur distribution à titre gratuit, leur utilisation sont interdites. C'est-à-dire que les fruits et légumes qui contiennent du chlordécone sont interdits. La fabrication, c'est-à-dire l'exploitation des terres du chlordécone et qui aboutit à la mise sur le marché, enfin à la fabrication de produits chlordéconés, sont interdites par la réglementation européenne. Et là aussi, on voit que les 10 microgrammes kilo, c'est ce qui s'impose pour ces produits abandonnés. Voilà, donc pour l'Europe, c'est un produit dangereux qui n'est pas à l'index 1 ni 2, et c'est clair qu'on ne doit pas détecter des résidus de chlordécone dans les produits mis à la consommation. Alors, la réglementation française, on va voir que c'est elle qui a dévié. Hein? C'est elle qui a dévié. Bon, on en parle suffisamment pour que je ne revienne pas dessus. La commission des toxiques française a toujours refusé d'homologuer le chlordécone avant sa mise sur le marché. Il faut savoir qu'entre 65 et 70, hein, au moment où les États-Unis ont commercialisé le chlordécone et que c'est arrivé en France, la commission des toxiques a toujours refusé de l'homologuer. Parce qu'aux États-Unis, on parlait déjà du caractère cancérigène. Donc le chlordécone n'a jamais été homologué, même au moment de sa commercialisation entre les années 70 et 91. Et il n'a bénéficié que d'autorisation provisoire de vente, c'est-à-dire on vous donnait, même dans les années, avant les années 70, hein, même avant la dérogation, ce dont on parle beaucoup, c'est la dérogation de 90 à 93, mais entre 70 et 90, et même entre 68, 9 et 90, on a mis le chlordécone sans l'autorisation de la commission des toxiques. Elle n'a jamais validé ce chlordécone parce que toutes ces analyses montraient que c'était un produit trop dangereux. Mais d'autorisation provisoire en autorisation provisoire, on a laissé passer les délais et un beau jour, on a trouvé l'homologation du chlordécone. On s'est retrouvé par défaut à accepter que le chlordécone soit utilisé. Alors, maintenant, ce produit est utilisé, mais ce produit est dangereux. Tout le monde sait qu'il est dangereux.
Et les services de Martinique et de Guadeloupe de la DAS, de la direction avant c'était de la DSDS, font remonter le fait que les rivières contiennent du chlordécone. On n'avait pas encore toutes les pathologies sanitaires, mais les ingénieurs sanitaires font savoir que, il y a une contamination des milieux par le chlordécone. Alors la France demande à l'AFSA, c'est l'ancêtre de l'Institut de veille sanitaire, de faire une évaluation des dangers du chlordécone, savoir si oui ou non le fait que ce produit est là a réellement un danger. Parce que ce qui s'était passé aux États-Unis, c'était une intoxication aiguë à forte dose, c'était l'intoxication des riverains de l'usine et puis des ouvriers de l'usine de fabrication. Donc il y avait des doses massives et sur un temps très court, le temps qu'on réalise qu'il y avait ce danger du chlordécone. Tandis que la France considérait que les Martiniquais et les Guadeloupéens avaient des doses minimes et sur un temps très long, donc un risque d'intoxication chronique. Elle a demandé à l'agence d'évaluer les dangers du chlordécone et de lui établir ces LMR propres. Et on a vu tout à l'heure que c'était la Commission européenne qui devait établir les LMR. Et quand elle a établi les LMR de 2005, le temps passe là, non? Ah bon, d'accord. Quand elle a établi les LMR de 2005, la Commission européenne a refusé. C'était 50 microgrammes. Elle a dit non, c'est trop dangereux. Elle a refusé. Il faut savoir que la Commission européenne a quand même jeté un œil et dit non, ces premiers LMR ne conviennent pas. Et la France a refait d'autres LMR en 2008, c'est-à-dire les premières LMR, c'était 50 microgrammes pour les produits de consommation courante comme le concombre et tout ça, et 200 microgrammes pour tous les autres. Donc on est loin des 10 microgrammes. Donc l'Europe a dit non, je ne peux pas fermer les yeux. Donc la France est revenue en 2008 à 20 microgrammes pour tout. Et là, l'Europe a un petit peu fermé les yeux quand même. Et alors, qu'est-ce que l'Europe a fait? Elle a dit, bon, d'accord, vous voulez faire 20 microgrammes, mais moi, pour les ressortissants de l'Union européenne, c'est toujours 10. C'est-à-dire que si le produit, est fabriqué en Asie, parce que l'Asie a utilisé le chlordécone, c'est 10. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 10. Si le produit est fabriqué en Pologne qui a utilisé le chlordécone, c'est pas plus que 10. C'est-à-dire que d'accord, les tropiques, c'est les tropiques. Martinique, Guadeloupe, c'est Martinique, Guadeloupe. Vous dites qu'il y a des cyclones, vous dites que. Il y a des tolérances pour les tropiques. Martinique, Guadeloupe, les produits peuvent avoir 20 microgrammes kilo, et tout le reste de l'Union européenne, c'est 10 microgrammes kilo. Donc déjà, vous avez une dérogation par rapport à la règle communautaire. Donc la France utilise le chlordécone sans AMM. Et donc l'AFSA est sollicitée pour c'est à peu près la même chose que je redis, façon synthétique, pour évaluer les risques sanitaires. Alors, comment on évalue les risques sanitaires? Pour évaluer les risques sanitaires, il faut décider, je vous dis ça parce que vous avez entendu parler certainement de tout ce que l'ANSES et l'AFSA ont fait, l'enquête Canari, l'enquête Escale, etc. Pour expliquer, donc on leur a demandé de voir si effectivement, avec ces LMR qui ne sont pas réglementaires, il y a un problème sanitaire. Donc on doit estimer l'exposition de la population, les limites du fait de cette exposition, quelles sont les limites et valeurs toxicologiques de référence. Tout ça, je vais vous expliquer. On va vous faire une enquête pour savoir combien de fois vous mangez des concombres, des dachines, du poisson, combien est contaminé le dachine, le poisson et voilà. Et dans une semaine, combien de quantité de chlordécone vous pouvez manger. Ça, c'est l'exposition de la population. Ensuite, les valeurs toxicologiques de référence, l'AFSA doit dire il ne faut pas qu'ils dépassent, non pas les LMR, les 0,5 microgrammes par kilo par jour. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger du chlordécone, mais jusqu'à une certaine quantité par jour. Donc c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. On peut vous intoxiquer à petite dose, pas trop. Voilà, c'est ce qu'on demande. Et à partir de là, dans chaque aliment, on doit dire combien de chlordécone sont acceptés en fonction des habitudes alimentaires. Donc vous voyez que déjà, faire ça, c'est spécieux. Alors les résidus, donc vous savez, je vous ai expliqué ce que c'était que les résidus, c'est ce qui reste dans le produit quand on l'a utilisé. Il faut savoir que les LMR sont calculés pour des adultes de 60 kg. Ça veut dire qu'on a
on ne tient pas du tout compte des enfants et on va voir que c'est eux qui vont payer le plus lourd tribut à ces LMR parce qu'un enfant de 20 kg avec les LMR, il dépasse la valeur toxicologique de référence. Alors, le risque sanitaire, pour rappeler un petit peu, le risque, c'est pas le danger. Vous voyez que le risque, c'est le danger que multiplie l'exposition. S'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de danger. Ça veut dire que si on a 30% de nos terres contaminés, si vous ne mangez aucun produit contaminé par le chlordécone, vous ne risquez rien. Il faut qu'il y ait danger plus exposition. Si vous ne touchez pas à ça, si vous ne touchez pas à un produit dangereux, vous n'aurez aucun risque, même s'il est à côté de vous. Donc ce qu'on demande à l'ANSES, c'est de valider le danger et de valider l'exposition. Alors, elle évalue le danger. Bon, vous avez entendu parler de toutes ces enquêtes qui ont été faites, prostate, timoun, prématurité, fertilité, et aussi des études toxicologiques sur l'animal. Donc, le danger, finalement, au bout de toutes ces analyses, l'ANSES a connu le danger. L'évaluation des expositions, donc c'est ce que je vous expliquais, quels sont les milieux contaminés, quelqu'un qui vit au Lorrain ou à Macouba et qui a un jardin personnel, un jardin créole, aura plus de chance, plus de risque d'être contaminé que quelqu'un qui a un petit jardin à Trénel où il n'y a jamais eu de banane. Donc ça c'est l'exposition. Quelles sont les populations qui sont exposées? Est-ce que les gens mangent plutôt dans leur jardin ou bien est-ce qu'ils achètent plutôt en grande surface? Les voies d'exposition et la durée et la fréquence d'exposition. Ça, c'était pour essayer de nous aveugler un petit peu plus, comme vous avez compris. Voilà. Alors, la première évaluation qui a été faite en Guadeloupe, eh bien, qu'est-ce qu'elle a montré? 88%. Mon petit machin ne marche pas. Ça devrait marcher. 88% de la population a du chlordécone dans le sang. Aujourd'hui, avec Canary, c'est 92%. Donc vous voyez, ça c'est 2003. 2003, là, on est en 2017, on n'a pas trop changé. Ça veut dire que la population est très exposée. Puisque 88% de la population de Guadeloupe a du chlordécone. Les femmes enceintes sont très exposées. Le transfert se fait chez les nouveau-nés et ça passe dans le lait maternel. Et quand vous regardez le taux, 100 microgrammes par litre, c'est un taux important. Donc ils savent qu'en Guadeloupe, les gens sont contaminés, qu'ils ont des taux importants, et malgré tout, on a fait des LMR quand même pour eux. Alors là aussi, vous avez entendu parler de l'enquête Canary, et dans cette enquête Canary, 92% des Martiniquais. Donc au niveau de l'exposition, on sait que la population, elle est pratiquement exposée à presque 100%. Le danger, on le connaît, l'exposition, on le connaît. Alors, l'exposition, donc il y a une formule, c'est là que justement, comme disait mon père, le cabanon aveuglette, on a mis une belle formule pour vous montrer que le résultat est scientifique. Comme personne n'ira faire ce calcul-là, quand on va vous dire qu'on a évalué que c'est 200 microgrammes qui vont dans la viande, vous allez être obligé de croire, puisque vous n'avez pas compris la formule, moi non plus, je n'ai pas compris la formule, donc on nous a mystifié avec ça. Voilà. Donc là, je ne sais pas s'il y a des acharnés qui vont essayer de faire ça. Voilà. Alors, cette évaluation, donc elle est faite par l'AFSA qui est devenue ANSES. Comme j'ai voulu vous mettre ça parce que sur le site de l'ANSES, on vous met les valeurs fondatrices, c'est l'indépendance, l'impartialité, la déontologie, qu'ils font des expertises transparentes, voilà, excellence et compétences scientifiques. Voilà. Donc là aussi, c'est une façon de nous manipuler. Alors, l'évaluation du risque, la valeur toxicologique, on va revenir dessus. Parce que ce sont des mots que vous allez entendre, la VTR, la LMR, il faut voir ce qu'il y a derrière. La valeur toxicologique de référence, c'est la dose qu'on peut vous donner chaque jour avant que des effets nocifs apparaissent. Alors, l'AFSA, elle a essayé comment? On peut dire que si vous mangez 0,5 microgrammes par jour de chlordécone, vous n'aurez rien. C'est comme si vous prenez un petit peu d'arsenic tous les matins, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc, une limite tolérable. Et ces évaluations reposent sur les travaux réalisés chez l'animal et extrapolation à l'homme.
Alors en 2003, donc l'AFSA, comme on lui a demandé de donner ses valeurs toxicologiques, elle a répondu 0,5 microgrammes par kilo de poids et par jour pour une administration chronique. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 70 kilos peut manger chaque jour 35 microgrammes de chlordécone. Hein? Voilà. Et si un jour il fait un festin, il peut aller jusqu'à 700 microgrammes de chlordécone. Alors, j'ai mis ça pour vous pour pouvoir vous montrer comment les États-Unis, eux, ont calculé leurs valeurs. Alors ici, c'est l'AFSA, la valeur de la France. La France a considéré que c'est 0,5 microgrammes par kilo par jour. Et les États-Unis, vous avez vu, ils ont considéré que 0,04, c'est-à-dire 10 fois moins, pouvait vous donner une atrophie des testicules. Hein, c'est-à-dire que les États-Unis ont des valeurs toxicologiques beaucoup plus protectrices que la France. Hein, ils considèrent qu'effectivement le danger commence beaucoup plus bas. Hein? Et l'exposition chronique, vous voyez, 0,3. Finalement, la France, elle a retenu ce que disaient les États-Unis pour l'atteinte du froid. Et tout le reste, elle a ignoré, alors qu'en fait, les États-Unis ont ces VTR depuis déjà plus longtemps que la France. Elle aurait pu au moins s'en inspirer et mettre 10 fois moins 0,04. Alors, l'exposition au chlordécone, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est un petit peu petit, mais le résultat, c'est le taux de dépassement de cette VTR. Donc, elle choisit le VTR, on ne doit pas dépasser 0,5 microgrammes par kilo par jour. Elle vérifie si aujourd'hui, avec ces VTR-là, la population est protégée. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Que 13% de la population peut être dépassée la VTR, 29% selon la zone où les personnes habitent. Si c'est Lorrain, voilà, ils vont arriver jusqu'à 30% de la population va être au-dessus des VTR. Et si c'est Fort-de-France, par exemple, les citadins, seulement moins de 1%. Donc finalement, ces VTR qui sont censés nous protéger, on les garde, alors qu'on sait pertinemment que dans certaines zones, il y a un tiers de la population qui vont naturellement manger plus que ce qui est déjà scandaleux, et manger davantage. Donc on n'a jamais changé ces VTR. Hein? Voilà. Alors, et aujourd'hui encore, en 2019, on a toujours ces mêmes VTR, c'est-à-dire que vous pouvez manger 0,5 microgrammes par kilo chaque jour. Le chlordécone, comme vous savez, c'est un polluant organique persistant. Sa demi-vie est de 165 jours, c'est-à-dire 6 mois. Et pour son élimination totale, il faut compter à peu près 4 ans. Ça signifie que si vous mangez vos 35 microgrammes chaque jour de chlordécone, vous ne éliminez que 0,5% chaque jour, vous gardez 34,4 microgrammes chaque jour. Donc chaque jour, vous prenez 34, vous ajoutez, et au bout d'un moment, vous vous retrouvez dans une zone d'intoxication chronique, quelle que soit la quantité que vous mangez. Même si vous mangez 0,01, vous n'éliminez que le 0,6, que 6%, 0,6%, même pas 1%, vous stockez 94,6%. Donc quelle que soit la dose, vous cumulez. Alors, l'ANSES a établi la première LMR, 50 microgrammes pour les produits de consommation courante et 200 microgrammes pour les produits moins consommés. Je vais essayer d'aller vite, là ça ira vite maintenant. Ensuite, comme l'Europe l'a retoqué, elle a mis 20 microgrammes pour les denrées végétales, mais toujours 100 microgrammes. Alors c'était une astuce encore, on ne va pas calculer dans la chair, mais on va calculer dans la graisse. C'est-à-dire que s'il y a 100 microgrammes dans la graisse, ça veut dire qu'il y a 20 microgrammes dans la chair. Donc on ne dit pas 20 microgrammes dans la chair de bœuf, mais 100 microgrammes dans la graisse de bœuf. Hein? Alors ça c'est 2008. Et 2013, on a dit, bon, ben, pourquoi chercher dans la graisse et dans la chair, on met 100 microgrammes pour tout. On met 100 microgrammes dans la graisse, 100 microgrammes dans la chair. Ce qui signifie qu'on a multiplié par 5 et par 10 le taux admissif. C'est là qu'il y a eu le problème avec l'ARS. C'est à ce moment-là que l'ARS s'est manifestée, a dit, mais non, écoutez, vous multipliez les taux par 5 ou par 10 du jour au lendemain, il y a un souci. Donc finalement, on nous a fait un geste hyper généreux. Madame la ministre de la Santé nous a dit, bon, ben, écoutez, j'ai entendu vos alarmes, écoutez, voilà, donc vous allez prendre 20 microgrammes seulement dans la viande de bœuf, et vous allez conserver à avoir 200 microgrammes dans le poulet et dans le porc, qui sont les viandes les plus consommées. Mais comme vous avez vu,
il n'y a aucune preuve scientifique à ça, parce que la valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire la dose que vous ne devez pas dépasser chaque jour, elle n'a jamais changé. Elle est toujours la même. Et votre consommation, parce que c'est le produit de la dose et de la consommation, votre consommation, si elle a changé un petit peu entre 2003 et 2015, c'est pas énormément. Si vous avez l'habitude de manger des concombres et des carottes et puis du giraumon, vous allez continuer à le manger sur les 10 années. Hein, ce que vous pouvez changer, c'est votre mode d'approvisionnement. Si vous êtes un gros mangeur de poisson, vous continuez à être un gros mangeur de poisson. Donc la contamination, elle n'a pas changé en 10 ans. Hein. Par contre, les LMR, elles ont changé de 20 à 200. Hein. Voilà. Et alors, j'ai mis aussi pour vous quelque chose, parce que je trouve que c'est un petit peu scandaleux, c'est que quand vous lisez bien tous les papiers que fait l'ANSES, donc il y a ces LMR, mais l'ANSES publie aussi d'autres documents. Et dans ces d'autres documents, elle considère que la limite du danger est beaucoup, beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'elle a des documents scientifiques qu'elle fait, puisque c'est quand même des experts scientifiques, qu'elle publie tranquillement, il faut aller chercher pour les voir. Et puis il y a le document public où on vous dit vous pouvez manger. Alors dans le document scientifique, on vous dit que si vous êtes un homme de 44 ans et que dans le sang, vous avez 0,019 microgrammes par litre, vous risquez de faire un cancer de la prostate. Vous avez vu que tout à l'heure, quand je vous ai montré quelle quantité il y avait dans le sang des hommes de Guadeloupe, il y avait 104. Mais il y en avait qui avaient 104. Il y en avait qui avaient 104. Et dans l'enquête Canari, ça va de 0,10 à 15. Ça signifie qu'il y a des gens qui ont un taux beaucoup plus, 1000 fois plus important que le taux à risque. Mais ça, vous n'avez jamais vu cette publication-là, certainement. Et l'ANSES a dit que si vous avez un taux de 1 microgramme de chlordécone, si l'enfant au cordon, il perd des points de QI. Ça veut dire que dans le taux qu'on avait vu en Guadeloupe, vous avez des enfants qui avaient 27 microgrammes. Ça veut dire qu'ils naissent avec 7 points de chlordécone en moins, de quotient intellectuel en moins. L'enfant à la naissance a déjà 7 points de QI en moins. Hein? Et ça c'est l'ANSES qui publie ça, qui a évalué de manière, cette fois, scientifique. L'autre évaluation, c'était une évaluation, voilà. Et elle vous dit, par exemple, vous pouvez manger, si vous mangez 2,2 microgrammes de chlordécone, vous risquez d'avoir un cancer du rein. Alors, pour faire 2,2 microgrammes de chlordécone, j'avais essayé de calculer comment un homme arrive à 0,019 microgrammes s'il mange des choses de la vie quotidienne avec les taux qu'on lui donne, eh bien, il est à 0,0 microgrammes, 0,019 en 10 jours. En mangeant dans votre quotidien avec les taux de LMR, vous atteignez la dose à risque de cancer de la prostate en 10 jours, parce qu'il y a une cumulation. Hein? Et donc, les deux, vous voyez qu'un enfant de 5-6 ans qui pèse 20 kg, avec 2,2 microgrammes, il arrive dans son repas quotidien à cette dose où il risque le cancer du rein. Donc finalement, ces LMR, elles n'ont rien de protectrice. Et d'ailleurs, j'ai mis ça aussi pour vous, ce sont les documents de l'ANSES, pour montrer que l'ANSES sait bien ce qu'elle fait. Puisque pour le bifénol, par exemple, elle vous montre que dans ses recherches, avec une dose, là, vous ne voyez pas, de 50 microgrammes, on a une atteinte du cerveau, avec une dose plus petite, ce qui signifie que pour un perturbateur endocrinien, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Mais ça dépend. Une petite dose peut vous donner un cancer du sein, et une forte dose ne va pas vous donner le cancer du sein, mais va vous donner l'obésité. Et ça, l'ANSES le sait, puisqu'elle l'a fait pour le bifénol. Elle sait que le chlordécone, c'est pareil. La petite dose ne va peut-être pas vous donner le cancer de la prostate, mais elle pourra toujours vous donner un cancer du sein. Et la forte dose va peut-être vous donner l'obésité. Donc ce n'est pas la dose qui est importante, mais chaque dose a sa cible cellulaire. Hein. Et ça, elle le fait pour le bifénol et elle le sait. Hein. Alors voilà, donc l'ANSES a confirmé que les dernières valeurs sont protectrices pour la santé. Et voilà, donc les LMR établis par l'ANSES ne protègent pas la population des risques que l'ANSES elle-même a évalués, à savoir le risque de la cancer de la prostate et le cancer du rein, surtout pour les populations les plus jeunes. Et ce qui explique qu'à l'ANSES, on a dit on ne démord pas, c'est zéro. C'est pas la peine de nous donner. Et là, je pense qu'en 2020, on va essayer de descendre de 20 à 5 en disant, vous voyez, on a fait un geste, on est redescendu. Les petites doses ne vont pas vous donner peut-être le cancer de la prostate, mais le cancer du sein.
Donc c'est pas la peine d'accepter les petites doses. Chaque dose a son danger et ça l'on cesse le sait. C'est pourquoi je pense qu'il y a quand même une désinformation de la population et c'est pourquoi il faut que nous ayons les yeux ouverts et que nous disions que la justice doit être faite parce que l'Europe avait dit non, le monde entier a dit non parce que vous charriez des restes de chlordécone, la France a dit non pour ses ressortissants et il n'y a que la Martinique qui continue à absorber du chlordécone à petite dose répétitive. Donc ça rentre tout à fait dans l'esprit de ce que vous étiez en train de développer aujourd'hui, c'est que la réglementation peut être injuste et que nous devons dire non à cette réglementation. Action, les chanter,